Donc, François Bigorre, Agence de l'eau, je vais démarrer, juste déjà partager mon écran. Ça fonctionne? Ça Oui, fonctionne. avec Delphine Rousset de la région Grand Est, nous allons vous faire déjà démarrer par une petite présentation des. Moi, je vais vous présenter en fait ce qu'on a observé en termes d'évolution de la ressource en eau ces dernières années, les premiers impacts qu'on observe liés au changement climatique, et puis Delphine poursuivra sur les perspectives futures et notamment les résultats d'études menées par la région sur la vulnérabilité de différentes activités, dont les activités de tourisme au changement climatique. Et puis ensuite, on sera, et c'est ça qui vous intéresse en priorité, je pense, c'est les dispositifs d'aide qu'on peut mobiliser pour vous aider à mettre en place des solutions d'économie d'eau. Donc, sur la ressource en eau, ce qu'on observe déjà, c'est que en fait, la pluie, elle est constante depuis. Donc, si on prend la période de référence 60-90 et la période récente, à l'échelle du bassin Rhin-Meuse, mais c'est aussi valable sur l'échelle de la région Grand Est. Donc, le bassin Rhin-Meuse, c'est les bassins du Rhin et de la Meuse. En gros, c'est 2 tiers de la région Grand Est, la partie Est. La pluie, elle est assez constante depuis 50 ans. C'est pas une variable qui a évolué. Ce qui a évolué énormément, vous le savez, c'est la température. On a une température qui a augmenté de 1,5 degré. Et qui dit augmentation de température, en fait, dit augmentation des besoins en eau des plantes. L'évapotranspiration, c'est-à-dire la transpiration des plantes, elle a augmenté d'à peu près 10% entre la période 60-90 et la période plus récente 2000-2022. Et c'est encore plus net ces 10 dernières années. Et en fait, ce qui fait que on a la même quantité de pluie, mais on a plus d'eau qui repart à l'atmosphère, donc il en reste moins pour les milieux aquatiques. Donc la part de l'eau incidente qui va alimenter les cours d'eau par le ruissellement et les nappes d'eau souterraines par infiltration, en fait, elle a diminué de manière assez notable. On est passé de 426 mm en moyenne par an à 364. Donc on a moins d'eau pour les plantes, pour les cours d'eau, pardon, enfin pour les milieux aquatiques. Et je vous disais tout à l'heure, la végétation en consomme plus, mais elle aimerait en consommer encore plus. C'est-à-dire que le stress hydrique qu'on peut assimiler à la soif des plantes, qui était de 115 mm auparavant, il est maintenant plutôt proche de 174 mm. C'est-à-dire qu'il va manquer aux plantes 174 mm de pluie pour qu'elles soient en total confort hydrique. Et donc, si on synthétise tout ça, on voit qu'on a une pluie qui est stable. Le besoin en eau des plantes a augmenté enfin non, la consommation en eau des plantes a augmenté de 10%. Le stress pour les plantes a lui augmenté de 50%, c'est-à-dire que leurs besoins ont encore plus augmenté que les 10% qui les satisfont. Et surtout, on voit qu'il nous manque maintenant entre 15 et 20% d'eau pour les rivières et les nappes. Ça fait à peu près 2 milliards de mètres cubes par an. Et si on synthétise tout ça maintenant donc à l'échelle du bassin Rhin-Meuse en termes de volume annuel, on voit on a un volume de pluie annuel de 29 milliards de mètres cubes. Il y en a 17,5 qui repartent à l'atmosphère, 11,5 qui vont vers les milieux aquatiques. Je vous disais tout à l'heure qu'il manque 2 milliards pour les milieux aquatiques sur la période récente. Et ces 2 milliards, en fait, c'est à peu près ce que nous consommons tous les ans pour nos activités. Alors sur cette eau consommée, sur ces 2 milliards de mètres cubes, c'est pas tout à fait de la consommation, c'est les prélèvements qu'on exerce sur le milieu naturel, mais une grande partie est restituée. Par exemple, pour alimenter les canaux, on prélève plus de 600 millions de mètres cubes, mais cette eau, elle est restituée. Par contre, elle n'est pas restituée forcément au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle est parfois restituée à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de l'endroit où on l'a prélevée, et donc ça a des impacts sur les milieux aquatiques. Et on a des activités comme l'irrigation où on a des prélèvements qui sont moindres. On est à 140 millions de mètres cubes, mais ces prélèvements, c'est au cœur de l'été, donc là où on a le moins de disponibilité d'eau, et ces prélèvements, ils sont pas du tout restitués, ils repartent tous à l'atmosphère. Et ce qui fait que maintenant, sur la période récente, on commence à avoir une part significative du bassin en zone de fragilité quantitative. On a à peu près un tiers du bassin, donc ça va être le massif vosgien ici, la nappe d'Alsace, mais pas en totalité, une partie, le bassin de la Dolère ici qui alimente la ville de Mulhouse en eau potable. Au sud de Vittel, on a des grès du Trias inférieur qui sont des eaux souterraines qui sont fortement sollicitées pour l'alimentation en eau potable, mais aussi par l'industrie et pour faire de l'eau embouteillée. C'est les eaux de Vittel.
Tout le bassin ici de la Moselle et de la Meurthe, où on a des prélèvements très importants sur l'amont et des besoins importants sur l'aval aussi, notamment pour alimenter en eau la centrale nucléaire de Cattenom ici. Donc on voit on commence vraiment à avoir de, dans les années sèches de sérieuses difficultés. Et on peut le voir sur cette carte, une carte de France de 2022, en fait, des restrictions d'usage liées à la sécheresse. Et on voit qu'on n'est pas du tout, enfin, dans le Grand Est, on n'est pas du tout épargné par les problématiques de sécheresse comme on pouvait l'être auparavant, hein, puisque vous voyez ici, on a tout un secteur en rouge, donc avec des restrictions maximales liées à la sécheresse. On commence à voir de plus en plus de pénuries d'eau, tout particulièrement ici. Donc là, vous avez ici les communes en pénurie, enfin se sont déclarées sensibles aux pénuries d'eau. Elles ne sont pas toutes forcément en pénurie forte, mais il y a une sensibilité. On voit qu'on a dans le massif vosgien, qui est une zone où il y a beaucoup de structures, de plus en plus de pénuries d'eau. Alors, pourquoi ces problématiques particulières dans le massif vosgien? C'est parce que ce secteur du massif vosgien, c'est du socle, c'est du granit, et il a beau pleuvoir 2 mètres d'eau par an sur les crêtes, cette eau, elle n'est pas retenue parce que le granit, ça retient pas l'eau. C'est très peu faillé et il y a peu de réserves en eau. Donc, toute la pluie qu'on a en plein hiver, elle va directement à la mer. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on avait, il y a 40 ans, là-bas, sur les crêtes, 4 à 5 mètres de neige en fin de saison hivernale. Vous avez ici en bas à gauche une photo de l'ouverture de la route des crêtes au 13 mai 1970. Et aujourd'hui, ben, on le voit, la route des crêtes, elle est ouverte fin avril et en général, il y a uniquement des cailloux à enlever. En fait, toute cette neige qui était stockée sur les hauteurs du massif vosgien, elle fondait tranquillement au printemps et a contribué à soutenir le débit des cours d'eau. Et ça nous permettait de retarder les périodes de très bas débit de à peu près 2 mois par rapport à aujourd'hui. Et donc, suite à cette évolution importante du manteau neigeux, ce qu'on peut voir dans les Vosges, c'est qu'on a une baisse, vous l'avez ici, c'est le graphique ici en haut à gauche, une baisse des débits des cours d'eau issus des Vosges en été qui est très importante. On est de -20 à 40%, voire sur le sud, sur la partie Haute-Saône, on est même plutôt à 60% dans certains secteurs. Donc on a vraiment des enjeux forts là-bas. Euh, et donc, il y a vraiment un besoin d'adapter maintenant nos consommations en eau vers plus de sobriété. Et donc, je vais laisser maintenant Delphine poursuivre sur tous les enjeux en termes d'impact sur les activités qu'on anticipe pour le futur. Merci François. Merci beaucoup. Donc, Delphine Rousset, je suis chef du pôle eau et résilience. Donc, pour la région Grand Est, je propose de vous partager les résultats d'une étude sur la vulnérabilité du Grand Est au changement climatique. Donc, en fait, cette étude, on avait commencé à engager des réflexions sur la disponibilité des ressources en eau suite aux grandes sécheresses 2015, 2016, 2017. Et puis, à l'été 2022, ça a été un petit peu l'été, le déclenchement de la prise de conscience pour un grand nombre d'entre nous. On a vu les premiers feux de forêt, où on a vu pas mal de pénuries d'eau, des sécheresses comme on n'avait jamais connues dans le Grand Est. Et donc, il y a eu une réflexion politique pour se dire, euh, mais finalement, demain, à quoi on va devoir faire face? Et surtout, ce qui nous manquait, c'était une approche un petit peu des effets en cascade de cette évolution du climat et notamment du manque d'eau sur les différents secteurs d'activité. C'est pas juste le manque d'eau en soi, activité par activité, mais comment on va gérer les effets cumulés. Donc, première chose, ben, la suite du constat établi par François, c'est que finalement, tous les événements climatiques extrêmes, c'est ces dernières années qu'on les a vus apparaître, les étés les plus chauds notamment, c'est ces dernières années qu'on les a vus. De la même façon que tous les hivers les plus chauds arrivent dans les 10 dernières années. Donc, ça, c'était sur les constats. Et donc, ensuite, suite à ce constat, l'idée a été de conduire un stress test. Alors, les stress tests, c'est des études qu'on conduit d'habitude dans le milieu financier qui consistent à tester la résistance, la robustesse d'un système financier par rapport à un crash. Et là, l'idée, c'est d'appliquer cette même méthode, mais sur un territoire et par rapport aux effets du changement climatique. Et donc, l'objectif, c'est surtout de cette étude-là, c'est un petit peu d'objectiver les prises de conscience et une fois de plus, d'avoir une approche globale
sur laquelle ensuite on pourra prendre des décisions. L'étude là, elle est construite, elle a été construite sur un temps assez court et elle est basée sur de l'agglomération de connaissances, sur de la bibliographie. Il n'y a pas eu de mesures ou de données spécifiquement acquises pour cette étude-là, mais on a cherché à concaténer l'ensemble des données existantes sur toutes les thématiques pour analyser finalement la réaction du Grand Est et la vulnérabilité de nos activités en particulier au regard des effets du changement climatique. Alors, il y a plusieurs aléas climatiques qui ont été pris en compte, bien entendu, tous liés aux températures, que ce soit les températures moyennes, les canicules, les neiges, les grands froids, et ainsi de suite, tous liés aux inondations, à la sécheresse des sols, les phénomènes de tempête, mais également les feux de forêt et les mouvements de terrain. Et on a étudié ces conséquences sur les ressources en eau, la biodiversité, la qualité de l'air, et ensuite appliquées à différents domaines thématiques. Alors, les domaines qui touchent au cadre de vie aux populations, donc la santé, le cadre bâti, les espaces publics, les espaces naturels, l'énergie, le transport, mais également aux filières économiques, agriculture, sylviculture, les industries et le tourisme et patrimoine et culture. Alors, quelques éléments en termes de devenir climatique, hein, ça c'est sur les évolutions constatées. Hein. Donc, le climat de Strasbourg aujourd'hui était celui de Lyon il y a quelques décennies de cela, donc avec un phénomène climatique qui s'accélère. Euh, et ensuite, à partir de tous les modèles climatiques identifiés, on a regardé les conséquences sur les principaux paramètres comment ils allaient être impactés. Donc, notamment en termes de température, de vagues de chaleur, on le voit sur les évolutions futures. Hein, donc, ça, c'est les évolutions récentes dans le passé et les prochaines évolutions. Et là, on voit un accroissement certain des dynamiques actuelles, et notamment sur les vagues de chaleur, sur les journées estivales et sur les précipitations. Donc, je complète à ce qu'a dit François tout à l'heure en indiquant que les précipitations globales annuelles avaient peu évolué les dernières décennies. Ce que montrent les projections climatiques faites pour on va dire, 50 prochaines années, c'est que la situation va rester la même avec des précipitations annuelles globalement qui vont se stabiliser, mais par contre, la répartition de ces pluviométries va changer temporellement, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de pluie l'hiver et au printemps et beaucoup moins de l'été qui peut commencer dès le mois de juin et se terminer. Donc, c'est ces périodes longues, c'est elles qui ont le plus de conséquences sur le fonctionnement de notre système. Donc, les territoires en tension, je ne reviens pas puisque François l'a indiqué, le reste, c'est des besoins à nous. Et finalement, le premier paramètre impacté, c'est la biodiversité, avec une érosion massive de la biodiversité dans le Grand Est, qui est d'ores et déjà constatée et qui va s'accentuer dans les prochaines années. Ce n'est pas trop notre sujet aujourd'hui, mais voilà, un facteur de résilience, notamment quand on parle des prairies et quand on sait le rôle que les prairies peuvent jouer en termes de biodiversité, d'atténuation des températures, des pics de chaleur, de stockage de carbone ou d'inondation, la disparition des prairies à elle seule est un facteur qui peut nous alerter. Alors, en termes de cadre de vie, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un territoire où le logement est assez ancien, pardon, et c'est un logement qui est peu isolé globalement, et notamment par rapport au confort d'été. Alors qu'on sait que les températures estivales vont augmenter, le logement dans le Grand Est, globalement, est très peu adapté. On a 41% des résidences principales qui sont énergivores. Et donc, on va se retrouver dans des situations de précarité énergétique assez généralisées. Ce point-là nous rend particulièrement vigilants parce qu'on est sur un territoire où la population est assez âgée et c'est elle qui est la plus sensible à la chaleur. On est dans une situation avec une population vulnérable et dans un bâtiment peu adapté pour faire face à ces pics de chaleur. Le phénomène est d'autant plus intense en milieu urbain où là, vous connaissez l'effet de surchauffe lié à l'agglomération, en fait, le fait que le bâti soit dense, très peu de circulation d'air,
En plus, on est sur des surfaces qui vont stocker la chaleur, que ce soit en termes de colorimétrie ou de matériaux. Donc, on va être sur le stockage de chaleur. Il y a très peu de baisse de température entre le jour et la nuit. Donc, on a des phénomènes de nuit chaude en ville qui ne feront que s'accentuer et qui vont rendre dans l'avenir, dans les 10-20 prochaines années, les villes du Grand Est difficilement habitables en période estivale à cause de ces phénomènes de chaleur. Donc là, directement, un effet domino, c'est des besoins en rafraîchissement en période de forte chaleur qui vont générer une pollution de l'air supplémentaire par le rafraîchissement, alors qu'on est déjà dans une zone où l'air est déjà, la qualité de l'air est dégradée, d'autant plus en période estivale. Et là aussi, c'est une fois de plus la population la plus vulnérable, la plus âgée qui va être impactée. Alors, en termes d'inondation, on est sur une région où on est déjà fortement concerné par le risque d'inondation. C'est le premier poste d'indemnisation dans le Grand Est. On a un certain nombre de territoires en surface inondable, 20% du bâti dans le Grand Est qui est en zone inondable. Et on sait que ce phénomène d'inondation va s'accroître dans l'avenir. On va avoir des épisodes de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, des zones inondables des zones qui jusqu'ici n'étaient pas inondables, qui vont le devenir dans les prochaines années. Et notamment en termes, alors il y a l'habitat, mais aussi en termes d'emploi. On a quand même pas mal d'entreprises qui sont d'ores et déjà installées en zone inondable. Il va se poser aussi une question quant aux capacités d'assurer ce bâti dans les zones inondables. On voit que les valeurs vénales assurées ont tendance à augmenter. Ça, c'est lié notamment à l'enrichissement des biens, les niveaux de vie qui augmentent et ainsi de suite. Et donc, les coûts d'indemnisation sont de plus en plus élevés. Et là, clairement, sur le bâti et par rapport au risque d'inondation, il y a un vrai sujet pour les prochaines années. Donc, c'est des choses qui commencent à être creusées. Et on porte d'ores et déjà, c'est des choses qui peuvent vous intéresser, c'est pour ça que je l'évoque, un certain nombre de formations à destination des collectivités, mais aussi des entreprises quant à l'aménagement pour orienter au mieux les aménagements, et notamment en zone inondable. On arrête de mettre les matériaux de qualité au sous-sol, notamment les chaudières, les équipements qui peuvent être stratégiques, et on les positionne plutôt en hauteur pour qu'ils soient moins vulnérables à ce paramètre-là. Et donc, c'est encore plus vrai pour les années à venir. Alors, un facteur dont on parle moins souvent finalement, mais qui est les mouvements de terrain. Donc, les phénomènes de sécheresse estivale, voire automnale, vont accentuer les mouvements de terrain, notamment tout ce dont on parle plus, ça va être les fissurations dans les bâtiments. Ça, on a l'habitude de les gérer, c'est visuel, on sait l'anticiper. Mais il y a beaucoup de casse, en fait, dans tout ce qui est enterré, notamment tous les réseaux enterrés. On voit d'ores et déjà, et notamment après la sécheresse 2022, beaucoup de casses de canalisation d'eau, mais on s'attend à ce que les réseaux soient particulièrement vulnérables. Donc là aussi, en termes d'aménagement du territoire et de poste de réseau, on aura sûrement un point de vigilance pour améliorer ces impacts-là. Alors, sur les transports, ben forcément, d'abord, ça va être le réseau de chemin de fer qui est fortement vulnérable au pic de chaleur, puisqu'il y a des déformations de réseau. Et on va avoir un réseau qui va fonctionner, on va dire, de façon dégradée. Soit un certain nombre de trains qui vont rouler au ralenti, voire des voies qui ne pourront plus être utilisées. Sur l'inondabilité aussi d'un certain nombre d'axes routiers qu'on connaît d'ores et déjà, mais qui vont être de plus en plus augmentés. Il y a tout ce qui va être transport de marchandises, notamment sur le système de canaux. On est la deuxième région de France en termes de canaux. Et on sait que le transport de marchandises, même si on se limite à l'axe du Rhin, est particulièrement conséquent. Et là, c'est pareil, c'est des choses qu'on a d'ores et déjà observées. La sécheresse de 2016 où le transport était interrompu sur le Rhin. On a vu les conséquences. Il y avait pas mal d'entreprises du Grand Est qui ne pouvaient plus être approvisionnées en matières premières. Et de la même façon, on ne peut plus exporter ce qu'on produit dans le Grand Est. Donc, il y a un fort impact sur l'économie. Et ça va être aussi tout ce qui va être modalité douce de déplacement et notamment le vélo. Là, on sait très bien que toutes les pistes cyclables qui ne sont pas ombragées, en période estivale, elles ne sont plus utilisables dans l'avenir. Alors, un fort impact sur la production d'énergie et avec des conséquences particulièrement importantes. Alors, tout ce qui va être production d'énergie nucléaire, on est dans l'incapacité de refroidir des centrales en période estivale si on n'a pas une retenue en amont.
On le voit, les étés précédents, c'est passé à peu près parce qu'on avait pas mal de réacteurs à l'arrêt pour des problèmes de maintenance, enfin, ou des maintenances qui étaient programmées en tous les cas. Mais si tous les réacteurs sont à marche de façon simultanée, on n'arrive pas à les refroidir, et tout en plus sur des centrales où on n'a pas de possibilité de stockage d'eau en amont. Donc, on est en période estivale sur une production énergétique qui est fortement diminuée. La même chose sur de l'hydraulique, hein. Si le niveau est trop bas dans les cours d'eau, les turbines ne fonctionnent plus ou fonctionnent en régime dégradé. Et là aussi, on produit moins d'électricité. Même chose sur le photovoltaïque, où au-delà de 25 degrés, en fait, on plafonne sur la production. Et pourtant, c'est ces moments-là où on a le plus besoin d'énergie, à la fois pour tout ce qui va être rafraîchissement du bâtiment, mais aussi tout ce qui va être réseau de froid, et notamment pour l'agroalimentaire. On est la première secteur économique du Grand Est, hein, la production agroalimentaire. Et là, on voit bien que le maintien de la chaîne de froid est un enjeu en période estivale, est un enjeu qu'on n'est pas sûr de pouvoir garantir dans l'avenir. Alors, les communes sous tension par rapport à l'alimentation en eau potable, François l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Sachez qu'en 2022, toujours pareil, a été de référence, on a plus de 100 communes alimentées par citernage. Donc, de forts impacts, bien entendu, sur tout ce qui est production agricole. Alors, à plusieurs niveaux. Sur les forêts, on va avoir beaucoup de maladies, hein, notamment de scolytes qui vont se développer. Sur les grandes cultures, on a des plafonnements, en fait, des rendements qui sont liés à la chaleur et des cultures, notamment celles qui ne sont pas irriguées, forcément, qui vont être plus vulnérables que d'autres. L'élevage, ça va se jouer sur le bien-être animal, sur les productions laitières et qui vont être ralenties. Et sur la viticulture, tout ce qui est baisse de rendement lié là aussi au manque d'eau. Il y a quelque chose qu'on oublie, un facteur qu'on oublie souvent dans dans cette analyse climatique, c'est qu'en fait, on a souvent des températures hivernales assez douces et la végétation reprend souvent de façon très précoce au printemps et on n'est quand même pas à l'abri, malgré l'évolution du climat, d'un coup de gel au moment de Pâques. Et à ce moment-là, il y a des pertes sur les cultures qui sont particulièrement conséquentes. Et ces phénomènes de gelée tardive, en fait, on les retrouve de plus fréquemment ces dernières années et ils deviennent vraiment un problème par rapport à la gestion de cette évolution du climat. Alors là, c'est juste une illustration des incendies de forêt. Vous voyez que dans les années 2000 jusqu'à 2006, 2012, on était très peu concernés par les incendies de forêt dans le Grand Est. Et puis finalement, en 2022, ben, on n'a plus rien à, à envier à d'autres régions et on est nous aussi concernés autant que les autres par ces incendies de forêt. Donc là aussi, un signal d'alarme. Par rapport aux industries, donc on l'a vu, il y a tous les phénomènes de manque d'eau qui impactent à la fois le process en termes d'alimentation, mais qui peuvent aussi l'augmenter en termes de rejet. Si le milieu récepteur n'a pas assez de débit pour accepter le rejet des entreprises, il y a toutes les précautions par rapport aux canicules qui sont à la fois liées au confort des salariés, des employés, mais par rapport aussi qui peuvent induire du dysfonctionnement ou du mauvais fonctionnement du matériel dans les entreprises. Alors, sur le tourisme, c'est des phénomènes qu'on étudie de plus en plus, qui sont liés d'une part à des villes, comme on l'a vu tout à l'heure, qui deviennent très chaudes, voire invivables en été. Et on observe d'ores et déjà, depuis maintenant 8 ans, un flux de tourisme beaucoup plus massif vers les zones de campagne, les zones rurales ou les zones de montagne. Et dans des territoires qui ne sont pas forcément équipés ou qui n'ont pas prévu d'accueillir ce flux de tourisme. Alors, avec les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité, donc on reboucle avec ce qu'on a vu, une biodiversité qui est d'ores et déjà fragile, sur les feux de forêt, hein, puisqu'on a une fréquentation massive des forêts qui sont vues comme des zones de fraîcheur, mais aussi sur les plans d'eau avec de nouveaux besoins de rafraîchissement, notamment dans les milieux naturels et là aussi à proximité ou pas des villes. Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir mis dans la présentation. On a aussi tout un phénomène sur tout le patrimoine historique bâti lié au retrait gonflement d'argile qui a tendance à se fragiliser. Là, on a des études qui montrent que partout où on a désimperméabilisé les sols, où on favorise l'infiltration, on a moins de phénomènes
de retrait des argiles, de fissuration des sols, et on arrive à préserver le bâtiment, mais là aussi, il y aura un patrimoine historique pour pouvoir le préserver au regard de ce qui s'est déjà développé dans un certain nombre de régions de la France et peut-être qu'on le connaît moins dans le Grand Est. Donc là, on a la chance d'animer avec l'ARS et l'Agence de l'eau un réseau des acteurs de la baignade justement pour accompagner les collectivités ou les gestionnaires de sites pour l'aménagement de ces sites pour répondre à la fois aux besoins de baignade, mais il peut y avoir d'autres activités en parallèle, et en même temps la préservation des milieux naturels puisque c'est un usage particulièrement exigeant. Donc, l'impact sur le tourisme, eh c'est bien entendu aussi la baisse de l'enneigement. Alors, on sait que la neige, c'est un stock d'eau, mais pas que, c'est aussi un support de nombreuses activités économiques sur le massif. Et là, on voit bien que dans l'avenir, un certain nombre de stations du massif des Vosges notamment n'auront plus assez de neige pour être viables et l'évolution nécessaire vers d'autres systèmes touristiques. Alors, j'en ai fini pour cette présentation du constat. Si vous êtes OK, j'enchaîne tout de suite sur la présentation des aides disponibles au niveau de la région avant de redonner la parole à François. Oui, oui. Alors, N'hésitez pas à poser vos questions, on les traitera. fort de ce constat, on va y accompagner par les différentes politiques régionales, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, du tourisme ou de gestion des ressources en eau, les différentes activités, notre leitmotiv, c'est le maintien des activités et surtout de pouvoir rendre ces activités les plus résilientes vis-à-vis du climat de demain. Donc, la réunion d'aujourd'hui étant dédiée à la gestion des ressources en eau, je vais essentiellement vous parler des dispositifs qui permettent d'accompagner. Sur ce volet-là, mais sachez qu'on en a d'autres sur, par exemple, le bâti ou l'aménagement paysager. Alors, en termes de manque d'eau, on a un dispositif qui s'appelle Anticiper le manque d'eau, qui est accessible en ligne sur le site de la région, sur lequel vous pouvez déposer vos demandes avec 5 axes d'intervention. Un premier axe qui peut-être vous concerne moins sur les études, sur la disponibilité de la ressource en eau. Un deuxième axe qui consiste à diminuer les besoins en eau. Donc là, on va être sur tout ce qui est amélioration du process, diagnostic, on peut financer notamment des diagnostics hydriques dans des bâtiments. Le troisième, sur la possibilité de mobiliser des ressources alternatives. Donc là, ce qu'on connaît le plus, ça va être tout ce qui est récupération d'eau de pluie, mais on pourra aussi financer, par exemple, si votre infrastructure prélève dans une ressource qui est en tension ou qui a tendance à s'assécher en période estivale et que vous voulez substituer vers un prélèvement vers une ressource moins sensible, c'est des choses qu'on peut accompagner aussi financièrement via ce dispositif. Tous les projets qui vont aller vers la favorisation de la recharge des milieux naturels, donc notamment tout ce qui va être infiltration de l'eau dans les sols, désimperméabilisation. Et enfin, un dernier axe qui va permettre de sécuriser les communes rurales concernées par des difficultés d'alimentation en eau potable, mais là peut-être que vous êtes moins concernés. Donc, c'est un dispositif qui, au fil de l'eau, on instruit toute l'année, au fur et à mesure de l'arrivée des demandes. Et on aide à 30%, plus 10% sur les territoires ruraux. Donc, les territoires ruraux, au titre de l'INSEE, on a 40% d'aide avec une aide qui est plafonnée à 100 000 euros. Alors, je vous ai mis quelques exemples de projets accompagnés. C'était simplement, c'est pas tellement la nature des exemples, mais pour vous montrer qu'on peut accompagner des projets de toute taille. Alors ça, c'était sous l'ancien, enfin, il n'y avait pas encore le plafond d'aide de 100 000 euros, mais je vois qu'il y en a aucun qui l'atteigne. On va accompagner à la fois des porteurs privés, des entreprises comme des collectivités, et pour des projets très divers. Donc, c'est un dispositif sur lequel on est assez ouvert sur l'appréciation. L'idée, c'est vraiment de chercher, de ne pas accroître la vulnérabilité, de ne pas accroître la consommation d'eau et de chercher la résilience des activités. Donc là, vous avez ici, dans la première colonne, c'est le coût global du projet. Ça, c'est le coût que l'on a retenu.
Et ça, c'est l'aide dans la dernière colonne apportée par la région dans le cadre de ces dispositifs. Donc, vous voyez la nature des projets très variable, la sécurisation d'une ferme auberge. Là, de mémoire, hein, on est sur la reprise d'une source et la recaptation d'une source, de la désimperméabilisation, de la récupération de pluie. Vous allez trouver des projets très variés. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes qui sont présentés différemment. Voilà. Ben voilà, j'en ai fini. Je relaisse la parole à François. Et sachez que voilà, si vous avez des projets, donc c'est des dépôts en ligne, je vous mettrai dans le chat le lien pour déposer vos aides si vous le souhaitez, mais mes collègues sont à votre disposition pour les étudier à l'amont si besoin. Merci Delphine. François, je pense que tu peux reprendre. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est partagé? Oui, donc je vais poursuivre, mais Juste, déjà très rapidement, on a une question avant, François. Ouais, Je allez-y. me permets de vous couper. Un hôtelier qui installe un système de récupération d'eau pluviale, pardon, est-il éligible? Oui, tout à fait. Là, alors je pense qu'il doit être chez François aussi, à l'Agence de l'eau. Mais en tous les cas, il l'est pour la région. Et dans ces cas-là, on va le regarder avec nos collègues de la direction du tourisme. Soit ça va entrer dans un dispositif de la direction du tourisme, soit on pourra nous le prendre en charge sur nos dispositifs d'aide, hein, et on l'a déjà fait, il y a pas de souci là-dessus. On va simplement chercher à voir à quoi va être utilisé, enfin, sur quelle surface va être récupérée l'eau de pluie, si c'est la toiture des bâtiments ou autre, et quel va être l'usage et la destination de ce prélèvement. Merci. Bon, bah, François, je te laisse la parole Ouais. du coup. Et donc, même chose, il est éligible chez nous aussi, sous réserve qu'il y ait un minimum d'aide de 1 000 euros, qui déconnecte la surverse, la surverse du réseau d'eau pluviale. Et puis, si possible, nous, ce qu'on souhaite, c'est des projets un peu intégrés, c'est-à-dire qu'un hôtelier se pose pas la question que de la récupération d'eau de pluie, mais essaye d'avoir une vision un peu plus globale à l'échelle de son site, mettre aussi en place des dispositifs hydroéconomes, réfléchir à désimperméabiliser, essayer d'avoir une vision un peu globale et de nous proposer des projets un peu plus complets. Mais je vais vous présenter ça, hein. Rapidement, j'ai déjà vous rappeler un peu ce que sont les agences, parce que je ne sais pas si vous connaissez tous le principe. On est 6 en France, on travaille par bassin versant. Le but, c'est d'avoir une vision intégrée de l'amont à l'aval. Et en fait, on est autonome financièrement, c'est-à-dire qu'on perçoit des redevances, donc des habitants. Chacun d'entre vous, vous payez une redevance via votre facture d'eau. De la part des agriculteurs, donc il y a une redevance phytosanitaire, il y a une redevance sur les élevages, des industriels, des acteurs économiques, même chose en fonction de l'eau qu'ils prélèvent et de la pollution qu'ils rejettent, on émet une redevance. Donc c'est 12 milliards d'euros par an, toute agence, enfin non, 12 milliards, on travaille sur des programmes de 6 ans, et donc le budget des agences est 12 milliards sur 6 ans. Et on a 40% de nos aides qui sont consacrées à l'adaptation au changement climatique. Donc le but des agences de l'eau aussi, c'est de protéger les milieux aquatiques et de recouvrer le bon état. Donc on met en place des programmes d'action en priorité dans les secteurs où on a des enjeux. Et donc le budget de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc sur la partie en gros Grand Est, la partie qui a les bassins versants du Rhin et de la Meuse et de la Moselle, c'est 190 millions d'euros par an, dont 12 dédiés à la gestion quantitative de la ressource en eau. Notre dispositif d'aide, ce qu'on aide, c'est à peu près, c'est très similaire à ce qu'a présenté Delphine, à ce que fait la région. On est complémentaires. D'ailleurs, souvent, on va vous aider en complément l'un de l'autre. Donc, on peut vous aider sur des études de connaissances et dispositifs de mesure, donc des compteurs d'eau, par exemple, mais aussi la mise en place de projets expérimentaux et innovants. Donc, par exemple, ça va être des études diagnostiques de potentialité d'économie d'eau, des recherches de fuite, pose de compteurs, dispositifs de pilotage de l'arrosage, etc. On peut vous aider pardon, pour des actions de limitation de la dépendance à l'eau dans une optique de sobriété. Donc là, ça va être en fait toutes les actions d'économie d'eau, donc mise en œuvre de dispositifs hydroéconomes sur des douches, sur des lavabos, récupération des eaux de pluie, par exemple,
après ça, la récupération des eaux de pluie, c'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément de l'économie d'eau, c'est on va juste substituer des prélèvements. Donc, bref, c'est du détail, c'est les modalités d'aide. Et donc le dernier point, ça va être des substitutions de prélèvements. Donc quand on a une ressource, quand on prélève dans une ressource particulièrement fragile et qu'il y a possibilité de transférer ces prélèvements vers une ressource moins fragile pour être plus résilient, eh ben on peut aider ça. Donc je pense que ça va globalement vous concerner un peu moins. Et ça va concerner aussi ça, le transfert en fait de tous les prélèvements dans le réseau d'eau potable pour des usages qui ne nécessitent pas une qualité d'eau sanitaire importante vers des eaux de substitution moins nobles, entre guillemets. Donc par exemple du stockage d'eau de pluie. On peut aider aussi pour la réutilisation d'eau non conventionnelle, donc réutilisation d'eau usée, d'eau de piscine. Des imperméabilisations, mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Donc, c'est par exemple l'installation de mares, de noues infiltrantes, donc pour infiltrer l'eau, mares pour plus de biodiversité, mais aussi éventuellement pour alimenter des animaux, du bétail en eau. Et puis, on peut aussi aider sur des actions d'animation et de sensibilisation sur le thème des économies d'eau. Et en ce sens-là, en fait, vos structures, elles nous intéressent parce que même si pour nous, les gains qu'on va pouvoir avoir en mettant des actions de sobriété sont finalement mineurs parce que c'est quand même des petites structures. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Il y a énormément de gens qui vont passer chez vous. Et tout ce qu'on peut faire avec vous, eh ben, ça va être comment dire, des petites graines qu'on va semer et qui vont permettre aussi de prendre conscience de ce qu'on peut faire pour mieux économiser l'eau et être plus résilient. Donc les conditions d'aide, c'est de monter le dossier assez en amont du projet et pour ça, on peut vous aider. On a chez nous des gens qui sont des chargés d'intervention qui sont assez techniques que vous pouvez contacter. Je vous donnerai le contact et qui pourront vous aider à monter des dossiers. Et il faut le faire très en amont parce qu'en fait, dès lors que vous avez engagé les travaux, c'est trop tard, on ne peut plus aider. Donc, il faut que le dossier soit fait avant que les travaux démarrent, que vous ayez notre accord avant que ça démarre. L'aide minimale, donc c'est 1 000 euros. Les taux d'aide, en fait, je suis embêté parce que c'est très variable. Ça va dépendre des projets. Et puis, ça va dépendre quand vous entrez dans le cadre d'activité économique. On a des taux de référence qui sont ceux permis par l'encadrement des aides d'État. Euh, euh, alors que si vous n'avez pas d'activité économique, c'est autre chose, votre taux d'aide va être élevé. Donc quand je disais entre 30 et 80%, on va être sur des économies d'eau, on va plutôt être à 60% en règle générale. Et donc, ce qu'on vise en priorité, c'est des projets de tourisme durable qui s'appuient sur des labels et puis qui visent aussi à communiquer sur ce qui est fait, sur lesquels on peut s'appuyer en termes de retour d'expérience. Et puis des démarches intégrées qui visent à limiter notre empreinte eau, renaturaliser les sites. Donc là, le but, c'est d'avoir des démarches assez globales, pas juste mettre un récupérateur d'eau pour arroser les plantes, mais essayer d'avoir une vision à l'échelle de l'établissement de tout ce qu'on peut faire. Projet un peu global, quoi. Et donc, pour déposer des aides, vous pouvez aller sur cette adresse-là, www.o-1-meuse.fr, nos aides, où vous avez les infos sur ce qu'on peut aider. Là, vous aurez justement les taux exacts sur chaque type d'aide. Vous pouvez déposer un dossier en ligne. Et puis surtout, je vous invite aussi à contacter, donc, via l'email que je vous ai mis là, quelqu'un de chez nous pour monter votre dossier, qui pourra vous donner un appui. Si vous n'avez pas de réponse, l'UNAT pourra vous transmettre mes coordonnées et moi je pourrai faire le nécessaire pour vous identifier la bonne personne qui puisse vous renseigner. Voilà, je vous remercie de votre écoute. On a une petite question. Est-il possible de démarrer les travaux dès le dépôt du dossier, même si nous n'avons pas encore eu de réponse? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis désolé. En fait, je prends mon poste dans 15 jours et j'ai pas toutes les modalités en cours, mais je crois qu'il faut qu'avant, il y ait notre accord. Il faut qu'on ait instruit le dossier. Je peux me permettre de répondre. Delphine, Alors, vas-y. je me permets parce que la région, hein, des fois, on sollicite des aides auprès de l'agence. Donc, en fait, quand vous déposez auprès de l'agence, vous n'avez pas forcément de réponse sur l'attribution de l'aide, mais il faut que le dossier soit déclaré complet pour pouvoir démarrer à l'agence de l'eau.
Ouais, c'est ça. Donc, faut pas instruit, c'est la complétude. Et ça La va vite, la complétude du dossier complétude. qui compte. Mm. Et pour la région Grand Est, vous pouvez démarrer, les dépenses sont éligibles dès lors que le dossier est déposé. Donc, c'est la date de dépôt sur notre plateforme qui fait foi. Les dépenses sont éligibles à cette date, même si le dossier n'est pas complet, on revient vers vous et vous le complétez par la suite. En revanche, c'est sans garantie, d'attribution des fonds, puisque là, à l'agence comme la région, on attend le vote de nos assemblées. Merci. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat ou de prendre directement la parole. Si c'est pas là, ça peut être aussi Ah, tout à l'heure. ce que j'ai Oui. oublié, je vous ai pas fait dans le PowerPoint, je vous ai mis en dernière diapo quelques exemples de guides sur des actions qui peuvent être menées, et notamment il y a des exemples dans le domaine du tourisme. Et en cliquant sur chaque guide, vous pouvez accéder dessus. Parce que malheureusement, nous, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience à vous proposer, mais ça commence à se structurer, il commence à y avoir des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et vous inspirer. Alors, ouais, je regardais, hein, mais je crois que Michel est présente à ce webinaire et je crois, Delphine, que dans la liste que tu as présentée, il y a une structure adhérente qui a bénéficié des fonds de la région. Sur ce sujet-là, c'est le l'UJPAR, pardon, donc qui est géré par le Centre d'action sociale de Dieulois. Donc, Michel, si vous êtes présente et qu'à un moment vous voulez prendre la parole ou écrire un mot, n'hésitez pas sur votre propre expérience. Mais voilà, on a des adhérents à des structures touristiques qui sont éligibles et qui ont bénéficié d'une aide région. Donc, s'il n'y a pas de questions dans les médias ni de témoignages, eh bien, nous allons laisser la parole à Nicolas Reynaud de l'Agence régionale de santé pour poursuivre cette présentation. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran, le mettre en plein écran. Donc vous me direz si vous le voyez correctement ou pas. Il n'y a pas encore le plein écran, mais on voit quand même Vous la voyez, donc présentation. c'est déjà ça. Alors je vais commencer juste par me présenter. Donc je suis Nicolas Reynaud à l'Agence régionale de santé Grand Est. Alors moi je suis plutôt un coordonnateur technique régional. Et donc si jamais vous devez contacter l'ARS pour les dossiers donc, que je vais vous présenter, vous avez en proximité et en local des délégations territoriales de l'ARS, donc au niveau de chaque préfecture, et il y a des ingénieurs et des techniciens qui pourront répondre à toutes vos questions sur les dossiers que je vais vous présenter. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Parce que moi, c'est pas comme On d'habitude. ne voit pas le plein écran. Ah, voilà, pardon. C'est moi qui n'ai pas appuyé sur le Oui, bouton. c'est bon, c'est tout bon. Alors, voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est dans des délais assez contraints. Je vais vous balayer tout de même un panel assez large sur l'usage de l'eau dans les établissements de tourisme, mais en lien justement avec la réglementation sanitaire et les impacts sanitaires. Attention, le Code de la santé publique dont je vais vous parler peut avoir des pendants, ou en tout cas dépendre d'autres réglementations, notamment au titre du Code de l'environnement, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Donc si jamais il y a des passerelles, il faudra aussi s'en inquiéter auprès généralement de la délégation départementale des territoires, la DDT. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont quatre grands groupes. Hein. Donc un, les eaux de consommation humaine. En deux, les eaux de loisirs. Alors, différents types d'eaux de loisirs, mais on passera certaines très rapidement. Un nouveau cadre réglementaire qui sont les eaux impropres à la consommation humaine, dont notamment les usages domestiques liés aux eaux de pluie, par exemple. Et enfin, un rappel pour si vous n'êtes pas déjà aguerri à la thématique, ce sont les eaux chaudes sanitaires et les risques liés aux légionnelles en particulier. Donc, par rapport aux eaux potables, la première des choses, c'est si vous êtes raccordé au réseau public. Jusque-là, tout va très bien, donc vous n'avez enfin, rien à faire auprès de l'ARS. Vous êtes abonné dans le réseau public, mais potentiellement, vous pouvez mettre en place des traitements complémentaires, des adoucisseurs, des UV, des charbons, etc. Attention, ces traitements peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau. Généralement, l'eau
qui est mise à votre disposition, mise à disposition des abonnés, elle est déjà contrôlée par l'ARS. Nous autorisons ces réseaux, nous les contrôlons, nous les vérifions, et donc les traitements complémentaires que vous avez ajoutés, souvent ce que l'on constate, c'est qu'ils dégradent la qualité sanitaire de l'eau. Alors peut-être que vous enlevez du calcaire, mais vous allez rajouter du sel, vous allez rajouter une potentielle contamination microbiologique. Donc tous ces traitements complémentaires, ben, il vous appartient de les vérifier en tant que responsable de ces traitements. Maintenant, l'eau qui vous est fournie est déjà potable. Également, il faudra que vous soyez vigilant par rapport aux matériaux de vos conduites et à vos réseaux intérieurs, notamment en lien avec du plomb. Il y a des établissements qui sont sur le massif vosgien. Le massif vosgien, l'eau, elle est souvent agressive. Cette eau agressive elle va avoir tendance à aller corroder les matériaux, notamment les métaux. Et donc, si vous avez des conduites intérieures en plomb, la meilleure des choses, c'est de les remplacer, bien entendu. La deuxième chose, c'est de ne pas consommer l'eau euh, au premier jet, hein, donc, et de bien faire des écoulements d'eau avant de la faire consommer à votre clientèle. Il faut noter tout de même que la réglementation évolue par rapport aux responsabilités des établissements recevant du public, même s'ils sont abonnés d'un réseau public, c'est-à-dire que vous allez devoir vous inquiéter de la qualité de l'eau en évaluant les risques, en démontrant la maîtrise du risque vis-à-vis du plomb, à l'horizon de 2029. Donc là, c'est une nouvelle réglementation, il y a encore du temps, mais voilà, dès à présent, vous devez distribuer de l'eau de qualité surtout si vos réseaux intérieurs ont un impact dessus. Alors l'autre pendant, c'est bien sûr si vous utilisez une ressource privée. Donc une ressource privée, ce sera une source, un puits, un forage, et vous n'avez pas d'alimentation publique. Normalement, si vous avez une alimentation publique à disposition, on peut vous imposer de l'utiliser pour l'alimentation humaine et d'avoir recours à votre forage privé pour d'autres usages uniquement. Si vous avez les deux, attention, il ne faut pas que la ressource privée contamine le réseau public. Donc il y a des éléments techniques à respecter, notamment au titre d'un arrêté de 2021, que j'ai recité en bas. Et si vous avez seulement une ressource privée, alors en fonction des territoires, si votre ressource elle est connue de longue date par l'ARS ou la DAS, peut-être que vous n'avez qu'un contrôle sanitaire, c'est-à-dire des analyses qui sont faites à vos frais par l'ARS et où vous avez besoin d'avoir une autorisation. Donc ça, c'est la règle de base. On doit avoir une autorisation préfectorale dès lors qu'on distribue de l'eau à des publics qui n'est pas une ressource publique. Donc pour cela, il faut vous rapprocher de l'ARS pour connaître les modalités d'autorisation, si ce n'est pas déjà le cas. Et si votre ressource n'est pas connue, aujourd'hui, l'ARS ne fait pas la chasse, hein, ces ressources privées dans les ERP, mais comme tout se sait, comme il y a des plaintes, comme il peut y avoir des malades et des signalements, dans le cadre d'une enquête environnementale que nous pourrions mener, ou médicale, si on découvre un établissement qui distribue de l'eau non conforme et en plus pas autorisée, bah, ça peut faire tâche pour cet établissement. Si vous n'êtes pas conforme aux exigences réglementaires, voilà, inquiétez-vous de tout ça, posez la question à l'ARS en local de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour vous mettre en conformité, ou peut-être que vous êtes déjà connu et que tout va bien. Donc là, ce sont les réseaux potables. Alors, dans le cadre d'une pénurie d'eau, et donc la région et l'agence de l'eau vous ont parlé des sécheresses qui s'accroissent, qui se deviennent plus fréquentes ou plus intenses d'année en année. Alors, lorsque vous êtes abonné à un réseau public, c'est le gestionnaire du réseau public qui va gérer la pénurie et qui va essayer de substituer la ressource ou diffuser des messages de précaution ou des messages sanitaires, des restrictions d'usage que l'on va leur donner également. Lorsque vous avez uniquement un réseau privé, en fait, vous êtes seul et toujours seul face à cette pénurie. En fait, vous êtes seul responsable. Donc, en cas de difficulté, si vous avez une autorisation du préfet, que vous devriez avoir normalement, vous devez informer l'ARS de cette difficulté. On pourra à ce moment-là vous transmettre des consignes sanitaires d'usage, mais on ne pourra pas vous amener de l'eau. Hein, là, ça sera c'est chacun pour soi, malheureusement, quand on a été alimenté par une ressource privée. C'est à vous de mettre en œuvre des économies d'eau et des messages de prévention. Après, l'agence de l'eau notamment, et sans doute la région Grand Est aussi, font aussi beaucoup de travail pour développer l'accès à l'eau pour tous. Et dans ce cadre-là, si vous faites partie d'un écart, les collectivités peuvent demander à étendre leur réseau d'eau potable vers des écarts. Et je sais que l'agence de l'eau finance
des raccordements, des quarts. Alors après, un établissement isolé tout seul peut-être ne fait pas l'objet de ces financements, mais en tout cas, ça existe. Donc, rapprochez-vous de votre collectivité pour savoir comment se passe. Alors, c'est dans le cadre du schéma de distribution d'eau potable. La collectivité a l'obligation de mettre en place des schémas de distribution, et donc vous pouvez savoir si vous faites partie d'une zone future éventuellement de raccordement au réseau public. Donc sur notre site internet de l'ARS Grand Est, vous avez un guide, mais qui est plutôt à destination des collectivités publiques pour la gestion sanitaire des pénuries d'eau potable. Alors après ce passage sur les eaux potables, je vais vous parler des eaux de loisirs. Donc, donc les eaux de loisirs, il y a différents types d'eaux de loisirs, et généralement les risques sont un peu toujours les mêmes, hein. Donc dans les eaux de loisirs, on va avoir des baignades naturelles, des baignades artificielles, des piscines, des spas, des jacuzzis, des jeux d'eau. Et donc, généralement, on va avoir des risques. Alors, la noyade, ça, c'est pas un risque sanitaire, hein, c'est un risque sécuritaire, mais chaque année, il y a des noyades d'enfants, notamment. C'est malheureusement chaque année et systématique. Donc, attention, si vous avez des piscines, des jacuzzis, c'est un risque à ne pas négliger. D'autres risques physiques sont les chutes sur les sols glissants. Donc, ça, risque de chute, il y en a aussi beaucoup. Donc, ce n'est pas du sanitaire, mais c'est toujours important, de le prendre en compte. Lilou, tu as allumé ta caméra parce que tu veux me poser une C'est question. ça, j'ai une petite question. En cas de ressources en eau privée, quelles sont les fréquences de contrôle à effectuer pour attester de la potabilité de l'eau? Alors, pour attester de la potabilité de l'eau, si vous avez une ressource privée, c'est l'ARS qui doit venir contrôler à vos frais. Et la fréquence, ça va être enfin, au moins 2 analyses par an. Ensuite, lorsque vous avez une ressource privée, vous devez la surveiller vous-même et donc faire d'autres analyses ou d'autres compléments de vérification voilà, qui s'imposent à vous au-delà du contrôle. Donc l'ARS va venir contrôler une fois de temps en temps que tout va bien, mais c'est pas avec les 2 analyses ou 3 de l'ARS par an que vous pourrez garantir la qualité de l'eau au jour le jour pour vos clients. Donc attention, avoir une ressource privée et la distribuer à du public, enfin, du public à une clientèle, ça impose des responsabilités importantes. Voilà. Donc si vous avez un réseau public, c'est idéal. Si vous n'avez que la ressource privée, c'est des contraintes complémentaires à ne pas négliger. Merci beaucoup. J'en profite pour informer les gens qu'il y a Michel qui a écrit dans le chat par rapport à son financement, si jamais vous voulez le lire. Voilà, au moins on a les infos. Merci. Alors juste, est-ce que je continue ou il y a d'autres questions? Oui, non, il y avait une autre question qui disait, même si c'est noté que l'eau est pas potable. Jean-Michel, je ne sais pas où tu voulais en venir, si tu vas allumer ton micro pour poser la question. Je voulais savoir, dans notre refuge, on a noté que l'eau n'est pas potable. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire quand même des tests sanitaires? Dans votre refuge. Est-ce que votre refuge est connu de l'ARS? Non, je crois pas. Alors, normalement, tout établissement qui reçoit du public, hein, quelle que soit sa taille, doit mettre à disposition de l'eau potable. Donc, normalement, les douches sont alimentées avec de l'eau Non, non, potable. mais il y a pas de douche, c'est Il n'y a un rien. refuge. C'est uniquement de l'eau, vaisselle et c'est tout, quoi. Voilà. Ça veut dire, Donc, la cuisine, enfin la vaisselle, c'est censé faire, on fait aussi avec de l'eau potable. Donc, je sais pas, normal, ça, c'est la règle de base. Après, pour connaître ce qui peut être fait sur un refuge, parce que si c'est un refuge, j'imagine que voilà, c'est très particulier. Là, je vous parle de la réglementation qui s'applique aux ERP, on va dire, classiques. Là, c'est peut-être très particulier par rapport à votre localisation. Donc, normalement, il faudrait de l'eau potable. Si vous n'avez pas d'eau potable, au moins à minima l'indiquer sur tous les points d'usage. Voilà. Après, il y a des expériences dans les Alpes, notamment sur l'alimentation en eau des refuges de haute montagne, avec des particularités. Donc, mais ça, il faudrait vous rapprocher de la délégation des techniciens de l'ARS pour qu'ils puissent vous dire vraiment pour ok, votre cas particulier ce qu'il faudrait faire ou pas. Voilà. ok, merci. Donc, voilà. Le cas général, c'est de l'eau potable dans les ERP, hein, voilà. Enfin, bah, c'est la logique pour limiter les risques sanitaires. Donc, si on revient sur les eaux de loisirs, bon, les risques, je vais les passer rapidement parce que
Les risques microbiologiques, donc c'est virus, parasites, bactéries. On a des algues aussi qui peuvent produire des toxines. Il y a des bactéries de type légionnelle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent engendrer des troubles auditifs, respiratoires, ORL, même du système nerveux. Donc les risques ne sont pas à négliger sur les eaux de loisirs. Et après, les risques chimiques, bien entendu, c'est si vous êtes dans des eaux qui sont traitées, notamment des eaux de piscine, des jacuzzis, etc. Un point d'attention, parce qu'aujourd'hui on veut récupérer de l'eau et on veut en économiser. Les eaux de loisirs, les installations d'eau de loisirs, piscines, jacuzzi, jeux d'eau, etc., doivent être uniquement alimentées par de l'eau potable. Alors, soit c'est de l'eau potable issue du réseau public, soit c'est de l'eau issue d'un réseau privé, une ressource privée qui est autorisée comme potable, soit il y a une autre possibilité pour alimenter une piscine avec une ressource qui n'est pas potable, c'est de la faire autoriser comme une ressource d'alimentation de piscine non potable. Ça, c'est possible aussi, mais ça nécessite une autorisation. Si l'ARS va vérifier votre eau d'alimentation et que ce n'est pas une eau potable ou autorisée pour la piscine, même non potable, ça ne va pas. Par exemple, on ne met pas de l'eau de pluie pour remplir ses jacuzzis. Ça, c'est pas possible. C'est pas prévu par la réglementation aujourd'hui. On peut faire beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà. Donc c'est assez important à comprendre, en tout cas dans les établissements recevant du public. Je ne parle pas à la maison, vous faites ce que vous voulez avec votre jacuzzi, mais pas dans les établissements recevant du public. Alors, je vais essayer d'avancer, ça ne marche plus. Voilà. Donc, par rapport aux baignades, alors généralement, il y a peu d'établissements de tourisme qui ont leur propre baignade, mais il y en a. En Grand Est, donc, on a plus de 80 sites de baignade. On en promeut moins. Pourquoi nous faisons la promotion de moins de sites de baignade en Grand Est? Parce qu'en fait, on ne fait pas la promotion des baignades qui ne sont accessibles qu'à une clientèle d'un établissement. Vous êtes un camping avec votre baignade, votre plage à vous, et qu'il n'y a que vos clients qui peuvent y aller, on ne va pas faire la promotion de votre baignade sur notre site, parce que sinon, vous allez avoir une affluence de population qui vont vouloir se baigner chez vous, alors que vous allez les refuser à l'entrée. Donc ça, donc on ne promeut que 75 lieux de baignade en Grand Est dans notre communication, parce que ce sont les baignades accessibles à tous. Si vous avez des baignades, alors soit à vous, soit en proximité, je vous incite à vous intéresser à la qualité de l'eau avant d'envoyer votre clientèle vers ces baignades, notamment parce qu'en Grand Est, en lien avec le changement climatique, de plus en plus de sites sont régulièrement fermés pour des contaminations microbiologiques, mais avant tout, ces derniers temps, par des contaminations liées aux toxines de cyanobactéries. Donc les cyanobactéries sont des microalgues qui étaient là avant nous, qui seront là après nous, et qui, pour la plus majorité d'entre elles, malheureusement, peuvent produire des toxines lorsqu'elles se sentent bien ou au contraire lorsqu'elles sont en stress. Il y a des dizaines d'espèces de cyanobactéries, et donc l'ARS les vérifie, les contrôle, et on est amené régulièrement à fermer des sites de baignade pour cause de toxines de cyanobactéries, ces toxines qui peuvent avoir des impacts jusqu'à une perturbation du système nerveux. Donc, ce sont les fameuses algues que dans certaines régions, lorsque des chiens boivent des flaques d'eau croupie, ils peuvent en mourir liés à des développements de cyanobactéries. Alors, c'est à connaître. Et donc, sur le site de l'ARS Grand Est, vous avez des éléments, et notamment des affiches qui permettent de signaler la présence de cyanobactéries pour les exploitants de baignade, si jamais vous en avez. Alors là, pour vous montrer les sites de baignade en Grand Est, qui sont très majoritairement d'excellente qualité, mais malheureusement, chaque année, certains sont fermés. Donc j'avance sur les baignades. Une autre tendance, c'est le développement des jeux d'eau. Alors les jeux d'eau, c'est pas une baignade, c'est pas une piscine, c'est en fait sont des jets avec une lame d'eau simplement, mais il n'y a pas de rétention d'eau, l'eau ne s'accumule pas. Donc il y a pas, en fait, il y a un flou juridique par rapport au contrôle sanitaire, c'est-à-dire que comme ce n'est pas une piscine, l'ARS ne fera pas de contrôle sanitaire. Il n'empêche que les aires de jeu, y compris avec de l'eau, sont réglementées par ailleurs, et donc l'exploitant a la responsabilité de ne pas engendrer de risques sanitaires pour ses usagers. Mais vous n'avez pas de contrôle de l'ARS, sauf si, par hasard, vous êtes déjà contrôlé pour votre piscine, l'ARS peut vous proposer de contrôler votre jeu d'eau également. Donc sur ces jeux d'eau, attention, il y a beaucoup de dispositifs différents. On peut les avoir en circuit ouvert, ça évite d'avoir du traitement de l'eau, et on a toujours de la bonne qualité, on alimente en eau potable, mais on consomme de l'eau. On peut les avoir en circuit fermé, avec un système de traitement comme les piscines. Et là, attention, en circuit fermé, comme on est sur un jeu d'eau, on peut avoir, je vous ai mis, hein, des rats, des chiens, des chats, des oiseaux qui viennent
également profiter de cette zone la nuit, le matin, quand elle n'est pas fréquentée par les enfants bruyants qui leur font peur. Et tout ça, ben, ça a des excréments, ça a des virus, hein. Les rats, ça peut porter la leptospirose. Donc, tous ces éléments-là, les jeux d'eau, c'est très intéressant parce que c'est très ludique. Ça plaît beaucoup aux enfants. On fait beaucoup d'économies d'eau par rapport à une piscine, hein, où on a des volumes importants d'eau et où finalement personne ne nage toute la journée et la piscine, tout le monde est au bord. Et on utilise peu finalement le volume de la piscine alors qu'on a consommé beaucoup d'eau. Donc, les jeux d'eau, c'est une tendance, c'est très intéressant. Attention aux risques sanitaires liés à ces jeux d'eau. Il faut, comme pour une piscine, maîtriser la qualité de l'eau, maîtriser le traitement et faire un suivi de la qualité de l'eau par vous-même, à défaut d'un contrôle de l'ARS que vous pourriez solliciter par ailleurs. Mais c'est une tendance et c'est très intéressant. On en voit partout fleurir dans les parcs, les jardins, les campings, les centres de loisirs, etc. Alors, ce qu'on voit aussi beaucoup, bien sûr, dans les établissements recevant du public, de tourisme, ce sont les piscines ou les jacuzzis. Alors, nous, on va appeler ça bain à remous. Donc, jacuzzi, spa, bain à remous, c'est pareil. Et c'est une piscine. C'est juste le volume qui change. Donc, la réglementation sera quasiment la même. Et donc, dès lors que vous avez un usage collectif, donc un usage collectif, c'est-à-dire que cette piscine, elle va être fréquentée par des groupes de personnes différents. Donc, on va distinguer l'usage collectif. Par exemple, vous avez une maison que vous mettez en location avec une famille ou un groupe d'amis qui vient dans cette maison avec une piscine. Là, c'est pas un usage collectif parce qu'on va dire que c'est un même groupe de personnes qui va se baigner dans la piscine pendant une semaine. Même si le groupe change la semaine suivante, c'est considéré comme un usage collectif, mais on est bien sur un usage assimilé à du familial, unifié. En revanche, si vous avez un jacuzzi dans une cabane de votre camping et que toutes les personnes du camping peuvent aller dans le jacuzzi en réservant à des périodes différentes, là, ce sera un usage collectif. Si vous avez un grand hôtel avec sur chaque terrasse de l'hôtel et chaque suite dispose de son propre jacuzzi, ce n'est pas un usage collectif. Voilà, donc il faut bien distinguer l'usage collectif de l'usage non collectif. Et c'est ça qui va engendrer des contraintes réglementaires supplémentaires par rapport à l'usage collectif. J'espère que c'est clair. Si vous avez un doute sur l'usage de votre piscine ou votre jacuzzi, qu'il est collectif ou non collectif, posez la question à l'ARS pour savoir si vous êtes soumis ou non à la réglementation. Vous pouvez avoir une bonne ou une mauvaise surprise, ça dépend comment vous le voyez. Par rapport aux usages collectifs des piscines, la réglementation a changé en 2020. Depuis 2021, il y a des catégories qui ont été faites. Donc, ça va être fonction soit de la fréquentation maximale théorique. Donc là, vous avez une grande piscine supérieure à 100 personnes ou des petites piscines. Soit vous avez la nature de l'établissement qui peut vous classer. Donc, un établissement de tourisme qui accueille plus de 150 personnes. Ou à l'inverse, un hébergement touristique qui accueillera moins de 15 personnes, vous n'aurez pas la même classification, pas les mêmes contraintes. Si vous aviez un jacuzzi ou un bain à remous, vous avez la chance d'être surclassé. Si vous étiez classé C, vous passez directement en B. Pourquoi? Parce que les bains à remous, et je n'ai pas pris tous les détails, mais généralement le volume est plus faible, la fréquentation est plus importante, la température est plus élevée, et tous ces facteurs-là font que la qualité de l'eau est généralement plus dégradée. Et nous, on a des non-conformités en nombre important sur les jacuzzis. Et donc, il y a des contraintes importantes de gestion. Donc, souvent, mettre en place un jacuzzi pour amener un service supplémentaire à sa clientèle en disant, bon, j'ai pas de piscine, je vais mettre un jacuzzi. Attention, les jacuzzis, ça consomme de l'eau parce qu'il va falloir vidanger l'eau régulièrement et la qualité d'eau est très, très difficile à maintenir. Donc, vous allez avoir des non-conformités. Voilà. Donc, le jacuzzi, c'est agréable lorsque c'est bien fait, mais c'est une source de contamination importante et régulièrement, on a des cas qui nous sont signalés à l'ARS de boutons, d'éruptions cutanées, etc., liés à des fréquentations de jacuzzi mal entretenues, malheureusement. Donc, par rapport au contrôle, selon votre classement, vous allez avoir soit un contrôle de l'ARS, soit vous allez faire votre propre contrôle. Que vous fassiez un contrôle de l'ARS ou votre propre contrôle, vous avez aussi des obligations d'autocontrôle. Vous devez mesurer votre pH, votre concentration en chlore vous-même, et plusieurs fois par jour, au moins 2 fois. Vous devez mettre en place des procédures de nettoyage, des procédures de suivi et des procédures de gestion en cas de non-conformité. Donc, il y a des contraintes réglementaires, je passe vite. Il faut tenir un carnet sanitaire également. Et il y a des dispositions techniques à respecter, notamment pour les bains remous. Attention, souvent, les établissements installent des dispositifs des piscines ou des bains remous
qui ne sont pas adaptés à l'usage collectif. Votre installateur vous vend du matériel comme si vous étiez une famille, un particulier. Attention, ce ne sont pas les mêmes dispositifs. Pour avoir une piscine ou un bain à remous en établissement public, enfin, un restaurant du public, il faut des traitements et des produits agréés. Il faut avoir des capacités d'autocontrôle et il y a des dispositifs de débit à respecter. Donc attention. Pour tout ça, il existe des formations, et notamment l'ARS vous propose des journées de sensibilisation en lien avec le lycée des métiers de la piscine de Bain-les-Bains, par exemple. Mais il n'y a pas que nous qui proposons de la sensibilisation, et ce ne sont pas des vraies formations. Et ensuite, aujourd'hui, on parle de maîtriser le coût de l'énergie, les coûts de l'eau, les coûts de produits. Ben, pour tout ça, pour maîtriser la quantité d'eau, ben, ça passe par la maîtrise de la qualité. Mieux vous maîtrisez votre qualité d'eau, mieux vous êtes performant sur le suivi de la qualité de votre eau, moins vous aurez à en rajouter, moins vous aurez à la renouveler, et moins vous la renouvelez, moins vous mettez de produits, et moins vous usez d'énergie pour la chauffer. Donc voilà. Donc c'est important de maîtriser la qualité d'eau. Et en plus, si vous maîtrisez la qualité de l'eau, l'ARS ne viendra pas vous embêter en vous disant il faut fermer votre bassin parce que l'eau engendre des risques sanitaires pour les baigneurs. Donc voilà pour les autres loisirs. Je suis passé très 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 rapidement. Si vous avez des questions sur votre installation, sur votre piscine, votre jacuzzi, votre baignade artificielle, je vous ai pas dit, hein, la baignade artificielle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'eau- plutôt des piscines biologiques. Donc réglementairement, la piscine biologique n'existe pas. C'est l'inverse, c'est une baignade dite artificielle. Alors j'avance, que le temps doit défiler pour passer aux eaux impropres à la consommation humaine. Lilou, tu me diras s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, j'avance. Pour l'instant, là, il n'y a pas de question, mais moi, j'en avais une qui avait été Ah, remontée par quelqu'un qui n'est pas là. Si jamais dans l'établissement, il y a un affichage qui dit que l'eau n'est pas potable, mais dans ces cas-là, quelle est la responsabilité de l'établissement si jamais les gens la boivent quand même? Si alors on l'établissement a bien parle précisé que c'était par non rapport. potable. Mais est-ce que par ailleurs il y a de l'eau potable? Alors ça, je ne sais pas. Parce que comme je vous Admettons disais, que non, et ils ont précisé que alors c'est- la règle de base, c'est que si on reçoit du public, on doit lui mettre à disposition de l'eau potable. ok. Maintenant, peut-être qu'il peut être toléré dans certains départements, et voilà, si ça a été déclaré que s'il n'y a pas d'eau potable, comme monsieur dans son refuge, peut-être à la cuisine, mais l'eau de boisson doit être strictement voilà, fournir de l'eau en bouteille en disant ben voilà, pour la boisson, c'est ce type d'eau-là, et l'eau est non potable, mais après, ça dépend pourquoi elle est non potable. Est-ce que ce sont des microbiologies, c'est la microbiologie qui la rend non potable, ou c'est des paramètres chimiques, ou c'est la minéralisation? Là, le risque sera pas le même hein, si vous avez des contaminations microbiologiques, ou si vous avez par exemple ça peut arriver, de l'arsenic. Vous avez de Mhm. l'arsenic dans l'eau qui est naturel dans les Vosges, hein, ça peut arriver. De l'arsenic naturel. L'arsenic, bon, il ne faudra pas le boire, mais si vous prenez une douche avec de l'eau contenant de l'arsenic au-delà de la norme d'eau potable, ça va rien faire sur votre peau, ou si vous respirez les gouttelettes d'eau avec de l'arsenic. En revanche, si vous avez une eau avec de la microbiologie, des bactéries, et que vous prenez une douche avec ou vous lavez les mains avec, peut-être que selon les types de bactéries, si vous vous rincez avec cette eau-là, bah, vous allez avoir des bactéries sur les mains à la fin. Donc, pourquoi elle est non potable, il faudrait le savoir déjà. Et Mhm. de toute façon, et mettre un panneau non potable, ça peut protéger. Si effectivement vous avez différents points de puisage, comme on va le voir, si vous avez de l'eau non potable et de l'eau potable, là, il faut absolument dire aux gens ce qui est non potable. Et après, si eux, mais il y a de la confusion chez eux parce qu'ils n'ont pas compris que c'était non potable et ça c'est potable, ben ça, je ne suis pas sûr que la responsabilité de l'établissement soit engagée, sous couvert qu'elle ait bien respecté ce que je vais vous dire juste après, lié à la présence d'eau potable ou d'eau non potable dans un établissement recevant du public. Ok, merci. Il y a, Emeline, je ouais, vois il y a Emeline, je pense qu'il veut rebondir. Oui, c'est ça. Bonjour Nicolas. Donc je suis Bonjour. Lynn, je suis salariée à l'UNAT et c'est juste pour rebondir, pour apporter un peu des compléments que Lilou n'avait peut-être pas forcément. En fait, on suit un collectif avec des refuges et beaucoup ne sont pas raccordés au réseau public, hein, ils sont en source privée et il y en a en fait qui ne veulent pas se mettre en défaut d'analyse, donc ils préfèrent indiquer tout de suite que l'eau n'est pas potable. Donc on n'a pas forcément les raisons de pourquoi. Et c'est du logement en général en gestion libre. Donc, je pense qu'ils doivent préciser aux personnes qui vont utiliser le refuge en amont d'apporter leur bouteille d'eau. Mais ça, c'est à vérifier. Oui, alors c'est vrai que c'est un contexte très particulier. Normalement, on reçoit du public, surtout s'il y a une action commerciale, hein, si c'est loué.
il faut distribuer de l'eau potable. Donc, ne pas déclarer, ne pas faire autoriser sa ressource, c'est pas enfin, mettre un panneau eau non potable n'exonère pas la responsabilité, en tout cas, c'est pas réglementaire, de dire, ben moi, c'est comme si ben, j'ai une piscine, je vais pas la respecter la réglementation piscine, mais je vais mettre un panneau, ne vous baignez pas, mais on sait que les gens vont quand même se baigner. Et voilà, donc là, l'eau non potable, ne l'utilisez pas, les non potables, mais ils vont quand même se laver les mains, ils vont peut-être faire de la vaisselle avec, et donc ça, ce sont des usages dits domestiques que l'on doit faire avec de l'eau potable, sauf si on a l'autorisation de ne pas le faire. Et donc, si, voilà, donc se mettre un panneau non potable, ça ne protège pas réglementairement. Si un jour il y a un problème, vous serez responsable, le propriétaire, hein. Voilà. C'est Ok. là, voilà. Hein, si on réfléchit en règle de droit, c'est comme ça que ça se passera. Je ne dis pas que tout le monde va vous attaquer, mais c'est c'est le risque. Merci pour les précisions. Alors, on peut venir justement à l'eau non potable. On a une autre question Ah, dans le pardon. chat. Quelle est la réglementation pour un jacuzzi en meublé? Alors, c'est ce que je. Alors, en meublé, si le jacuzzi il est loué et qu'il y a une seule famille qui vient dans ce jacuzzi-là, vous ne serez pas soumis au contrôle sanitaire réglementaire, puisque vous êtes, c'est de l'usage, on va dire, unifamilial, mais ça n'exonère pas votre responsabilité de mettre à disposition des installations qui n'ont pas d'impact sur la santé. Donc en fait, vous n'aurez pas de contrôle, mais si quelqu'un a des éruptions cutanées et se plaint à l'ARS ou se plaint quelque part, si vous mettez à disposition des installations sales, des installations qui n'ont, voilà, avec des bactéries ou que les gens se contaminent via votre jacuzzi, ce sera votre responsabilité. Mais vous n'aurez pas d'obligation de contrôle par l'ARS si c'est juste un usage unifamilial, c'est-à-dire que vous louez une maison ou un appartement dans lequel il y a un jacuzzi. Voilà, vous n'êtes pas là la semaine là, il n'y a que ce groupe de personnes qui va dans ce jacuzzi-là, c'est normal. En revanche, je prends l'exemple d'une esthéticienne qui met à disposition un spa avec des gens qui louent le spa toutes les heures ou toutes les, hein. Ça, c'est de l'usage collectif, donc contrôle sanitaire. La nuance est très fine, hein. C'est pour ça que si vous avez un doute, il vaut mieux vous rapprocher de l'ARS et que le technicien vous dise, vous rentrez dans la case A, B, C, D, ou vous rentrez dans aucune case et vous n'avez pas de contrôle de l'ARS à subir. Hein, voilà. Mais voilà, tous les cas, il y a beaucoup de cas particuliers, donc c'est compliqué de vous donner la réponse de chaque cas aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de jacuzzi qui sont mis, enfin voilà, qui sont installés parce que c'est intéressant, c'est une offre de service agréable, mais attention, il y a des contraintes liées à ces installations. Alors, je reviens vite parce que le temps file. Je reviens vite sur les eaux potables versus eau non potable. Alors, la règle de base, c'est qu'il faut de l'eau potable pour tous les usages domestiques. Évidemment, pourquoi en France, on a une bonne qualité d'eau et des risques sanitaires liés à l'eau qui ont fortement régressé, même il en existe encore, c'est parce qu'on a mis de l'eau potable un peu partout. Et aujourd'hui, on revient en arrière en disant, OK, on peut mettre de l'eau non potable pour des usages domestiques. Pourquoi pas? Mais il faut que le cadre sanitaire soit garant de la protection de la santé des usagers pour ne pas retrouver des maladies que l'on voit dans d'autres pays qui n'ont pas les règles sanitaires liées à la France. Alors tout ça, c'est beau sur le papier. Aujourd'hui, il y a des règles techniques, mais on voit qu'il peut vite y avoir des dérives. On voit déjà dans certains secteurs où il y a des réseaux d'irrigation, où le plombier, ne connaissant pas ce réseau, va brancher le réseau d'irrigation sur les sanitaires. Et on a eu des cas comme ça à Paris, où les athlètes ont pris des douches à l'eau d'irrigation et ont été malades. Ah ben oui, parce que c'était un mauvais branchement. Le risque de tout ça, c'est qu'on fasse des branchements suite à la vente d'un établissement, suite à bah, une économie d'eau, la facilité d'avoir un tuyau qui passe à proximité d'un autre, ou deux robinets côte-côte, l'un qui distribue de l'eau potable, l'autre non potable, et il y a des confusions, et on en vient à des risques sanitaires qu'on aurait pu éviter, ou en tout cas qu'on ne souhaite pas voir arriver. Donc aujourd'hui, il est possible d'utiliser de l'eau non potable pour certains usages domestiques. Alors c'est inclus dans une nouvelle réglementation qui date de cet été. Donc là, je vous ai mis les textes. Tout n'est pas prévu aujourd'hui. Donc c'est un cadre réglementaire qui évolue en permanence. Et on peut faire des expérimentations lorsque le cadre, l'usage ou le type d'eau, le couple type d'eau usage n'est pas prévu encore. Sauf que pour faire ces expérimentations, on est quand même en attente aussi d'un cadre réglementaire. Donc vous voyez que ça bouge vite, mais il manque toujours un petit bout pour finir le sujet. Donc je vais vous dire ce qu'il existe aujourd'hui, en sachant que ça va encore évoluer
à l'avenir. Mais si vous avez de l'eau potable, l'idéal, c'est de mettre de l'eau potable à l'intérieur de vos bâtiments. Et sauf si vous voulez faire beaucoup d'économies d'eau, il y a beaucoup d'usages à l'extérieur du bâtiment, vous pouvez mettre des eaux non potables, mais à l'intérieur, il y a des contraintes qui sont tout de même importantes. Alors, les eaux non conventionnelles, on va parler d'eau de pluie, d'eau de vidange de piscine, d'eau grise. Donc, les eaux grises, ce sont les eaux issues des lavabos, des douches. Ce ne sont pas les eaux des toilettes, hein. Et les eaux également de puits ou de sources qui ne sont pas déclarées potables, mais qui peuvent être quand même utilisées pour d'autres usages si si elles sont prévues dans ce cadre. Comme je vous le disais auparavant, lorsqu'on a une ressource privée et qu'on a un réseau public, attention, il ne faut pas que l'un contamine l'autre. À l'ARS, chaque année, on a beaucoup de contamination de réseaux publics, des non-conformités, des fois d'installations qu'on pensait irréprochables, renvoi de l'eau non potable dans les réseaux d'eau potable. Et on a ensuite des cas de gastro importants, par centaines parfois dans certains endroits, liés à des retours d'eau. Tout simplement parce que la pression de l'installation intérieure de l'établissement qui a une ressource non potable a été plus forte que la ressource publique à l'occasion d'une coupure d'eau, à l'occasion d'une fuite d'eau, voilà. Et donc, du coup, on va remplir le réseau public par de l'eau non potable d'un réseau privé. Et selon le type d'eau que c'est, ben, on fait courir des risques pour la santé des consommateurs. Donc, il y a tout un texte qui a été mis en œuvre. Je ne vais pas tout vous dire parce que sinon vous allez vous endormir. Mais grosso modo, on peut utiliser de l'eau, donc de pluie, d'eau douce, de forage, tout mélanger dans tous les établissements recevant du public, sauf si vous êtes un établissement recevant du public sensible. Et donc là, on a une liste. Je pense qu'il n'y en a pas aujourd'hui qui sont dits sensibles, sauf si vous êtes un établissement thermal. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser d'eau impropre à la consommation humaine pour les usages domestiques. Enfin, vous pourrez le faire, mais avec des conditions plus importantes, et notamment un régime d'autorisation. Un petit focus sur les eaux de pluie. Quand on dit récupération d'eau de pluie, on parle de récupération des eaux de pluie en toiture, ou en tout cas de surface inaccessible. Vous ne pouvez pas récupérer des eaux de pluie de vos terrasses sur lesquelles voilà, vous marchez pour ensuite les réutiliser. Non, ça marche pas. C'est des eaux de pluie de toiture, ou en tout cas de surface inaccessible. Bah, sauf si vous devez aller faire de l'entretien, bien entendu. Alors, ces eaux de pluie, toutes ces eaux brutes, on peut avoir plein d'usages. Alors parfois sous couvert d'un traitement, mais en tout cas on pourra laver du linge, on pourra laver le sol intérieur, on pourra évacuer les excrétas, donc ça c'est mettre dans les toilettes, on pourra alimenter des fontaines décoratives, évidemment pas des fontaines dont on peut boire l'eau, on pourra nettoyer les surfaces extérieures, on pourra laver ses véhicules, on pourra arroser son jardin potager et des espaces verts. Généralement tout ça va être prévu à l'échelle du bâtiment ou de la parcelle. Vous n'aurez pas le droit, sauf exception, d'exporter vos eaux impropres à la consommation humaine, sauf dans le cas de lotissement, de groupement, etc. Donc là, il faudra regarder au cas par cas, mais vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez, vous, une récupération d'eau de pluie, vous ne pouvez pas alimenter votre voisin en eau de pluie si vous n'êtes pas dans la même entité juridique, par exemple. Par rapport à l'usage de ces eaux de ces eaux impropres à la consommation humaine, il y a des contraintes techniques et donc il ne faudra pas créer de risques pour les usagers. Il faudra bien que vos réseaux soient conformes aux règles techniques qui sont définies dans l'arrêté du 12 juillet 2024. Le décret a modifié le Code de la santé et il y a un arrêté précis qui définit les règles d'usage technique à mettre en œuvre. Il faudra bien gérer et entretenir ces installations, garder la preuve de la conformité de vos installations à la mise en service. Il faudra surveiller vos installations selon le type d'eau que vous utilisez, selon l'usage que vous voulez en faire. Vous aurez peut-être à faire de la surveillance avec des analyses vous-même. Enfin, vous les sous-traiterez, bien sûr. Il y aura de l'entretien, de la maintenance. Et puis surtout, il faudra bien sûr informer les usagers de la présence de ces points d'eau non potables. Et normalement, vous n'aurez pas le droit de mettre dans la même pièce, sauf si c'est à la cave, deux robinets qui distribuent un de l'eau potable et l'autre de l'eau non potable. Il ne peut pas y avoir de confusion. Et il faudra bien afficher tout ça et vos conduites, vos réseaux devront être bien identifiés et étiquetés. Donc, par rapport à la qualité des eaux, selon l'usage que vous voudrez faire et selon le type d'eau que vous allez utiliser, il y a des critères qualité qui sont définis dans l'arrêté du 12 juillet. Vous devrez déclarer
Donc, il y a un site internet du ministère de je ne sais plus quel ministère, le ministère de l'écologie, je crois, qui a été mis en œuvre. C'est Ma démarche simplifiée. C'est un lien. Alors, nous le relayerons via notre site internet ARS, mais en début d'année prochaine, hein. Là, on n'est pas prêt. Mais il y a un système pour déclarer en ligne ces installations. Alors, tout doit être déclaré, sauf, je crois, si vous utilisez de l'eau de pluie. Par exemple, si vous arrosez vos espaces verts avec de l'eau de pluie, ça, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Voilà. Donc, il faudra regarder, tout n'est pas à déclarer. Mais généralement, si vous utilisez l'eau de pluie à l'intérieur de votre bâtiment, vous allez devoir déclarer cet usage. C'est une simple déclaration et vous vous engagez comme quoi vous êtes bien conforme à tout ce qui est à faire. En cas de problème, voilà, toujours pareil, hein, en cas de problème, d'un signalement, d'une plainte contre vous et qu'on doit mener une enquête, on vérifiera que vous avez bien déclaré vos installations et que vos installations sont bien conformes à votre déclaration. Celui qui a des installations non déclarées et qui a une plainte sur lui, ben voilà, il y aura peut-être des suites qui seront au-delà des suites administratives. Donc, toutes ces installations sont prévues et définies dans le cadre de l'arrêté du 12 juillet 2024, vers lequel je vous renvoie. Je vous ai mis d'autres éléments en fin de diaporama que vous aurez via l'UNAT, qui définissent, voilà, qui vous rappellent un peu tout le cadre. Mais l'idéal, c'est d'aller lire l'arrêté. Ça fait quelques pages, mais si vous avez un projet, lisez l'arrêté, c'est toujours mieux. Enfin, je voulais conclure, parce que le temps passe vite, je voulais conclure sur les légionnaires, une autre obligation des établissements recevant du public. Généralement, vous mettez à disposition des douches. Et donc, si vous avez des douches, donc de l'eau chaude, vous avez une obligation de contrôle et de surveillance vis-à-vis du risque légionnel. Donc, les légionelles, ce sont des bactéries hein, qui vont engendrer la légionellose. Alors ça ressemble à un syndrome grippal, mais si c'est pas pris à temps, ça peut engendrer la mort. Voilà, on peut en décéder. Si c'est pris à temps, c'est tant mieux, il n'y a pas de risque, c'est comme une bonne grippe. On peut être traité, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui sont souvent plus sensibles que d'autres. C'est lié au développement de la bactérie légionnelle dans des réseaux où la température sera située entre 25 et 45. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les chauffe-eau soient montés à plus de 50 degrés. C'est pour réduire le risque des légionelles. Dans les établissements recevant du public, généralement, vous pouvez avoir des réseaux d'eau chaude qui sont bouclés pour que tout le monde ait bien de l'eau chaude à son robinet sans attendre 2 heures que l'eau chaude arrive. Mais ces bouclages entraînent parfois des bras morts, des pertes de température et donc des développements de la légionnelle. Donc pour tout ça, vous devez connaître vos réseaux, suivre vos températures de réseau, suivre votre température de production et vous avez une obligation de réaliser alors, 1 ou 2 analyses par an de légionnaire. L'ARS ne va pas vous demander systématiquement de lui transmettre cette analyse de suivi de la légionelle, pardon. Mais le jour où on a une plainte, un cas, la légionellose étant une maladie à déclaration obligatoire, on fait ce qu'on appelle une enquête environnementale, hein, je vous en ai parlé. On va regarder où la personne est passée et si elle est passée dans un hôtel. Et même si c'est pas l'hôtel là où elle a contracté la légionellose, on va demander à l'hôtel son suivi. Et si l'hôtel n'a pas de suivi, bah, le doute va planer sur cet hôtel, par exemple. Et parce que c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a des réseaux exempts de légionnaires, hein, c'est ça le dispositif. Et donc voilà, vous pourrez être mis en défaut si vous n'avez pas fait votre suivi et que vous avez malheureusement une personne qui contracte une légionellose, même si elle ne l'a pas contractée chez vous et qu'elle est passée par chez vous, vous pourrez être mis en responsabilité. Donc très important. Et sur le site de l'ARS, il y a un guide qui a été publié l'an dernier, je crois, oui, 2023. C'est petit chez vous et chez moi aussi. C'est en 2023, on a un guide qui est téléchargeable sur le site internet sur les bonnes pratiques de gestion du risque légionnel dans les établissements de tourisme en plus. C'est parfait, c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Et je crois que j'en ai terminé pour ce panorama très rapide des risques sanitaires et de la réglementation sur les eaux dans les ERP. Alors, j'essaie d'arrêter le partage, je ne sais même pas comment je fais. Ah, voilà. Merci Nicolas. Je ne vois pas de questions. Moi, je voudrais simplement revenir sur le témoignage du Centre d'action sociale de Dieuloir, qui effectivement a été financé par la région Grand Est. C'est une structure, donc le chalet du Luge Park, qui est alimenté via une source et donc qui a fait des travaux pour refaire justement les captages de la source qui alimente le centre. Et ils ont installé également une nouvelle cuve pour stocker de l'eau. Donc, voilà, les travaux sont maintenant terminés.
Et donc, la capacité d'eau a été fortement améliorée sur cet équipement, ce qui fait que voilà, les gérants sont tout à fait rassurés par rapport à l'avenir de cet équipement qui a dû faire face à des pénuries d'eau, il me semble, notamment pendant des périodes de sécheresse. Donc voilà, comme un cas concret qui a abouti et qui peut être voilà, mis en exemple pour d'autres structures de notre réseau. Lilou, je ne sais pas si tu as d'autres questions, toi, de ton côté. Non, rien de mon côté. Si ce n'est pas le cas, est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole, soit pour poser une question ou pour simplement échanger ou autre sur cette thématique-là? N'hésitez pas. Moi, je vois rien à l'écran, je crois. En tout cas, ouais. Je vois pas forcément tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais je ne pense pas. Euh, du coup, je pense qu'on peut clôturer pour vous libérer assez rapidement. Je vous repartage juste. Hop, je vais essayer de voir si ça fonctionne. En tout cas, je remercie vraiment les intervenants, donc Delphine, François et Nicolas. Merci pour vos présentations qui étaient très enrichissantes, en tout cas on voit qu'il y a, même si le constat est parfois un peu négatif, on voit qu'il y a des solutions et notamment des solutions de financement pour des possibles travaux d'amélioration. Donc, on vous donnera les présentations qui ont été faites aujourd'hui, on vous les enverra, hein. Bien évidemment, vous aurez tous les supports. Vous avez le contact de l'ARS, de l'agence de l'eau et de la région, mais vous avez aussi les contacts de nos animateurs territoriaux, donc selon où vous vous trouvez sur le territoire, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette thématique-là. Ils sont remis à l'écran et vous aurez aussi cette présentation pour les rappeler et constituer voilà, un dossier avec eux ou en tout cas une chaîne d'accompagnement. Simplement aussi vous annoncer les webinaires à venir qui se tiendront début d'année 2025. Le prochain, c'est le 4 février et on retourne sur la thématique de l'alimentation durable où on se penchera plus sur les approvisionnements et le gaspillage alimentaire. Et un dernier webinaire qui aura lieu le 10 mars qui, lui, sera sur la thématique de la sobriété énergétique. Donc après l'eau, on reverra aussi les autres consommations, électricité, gaz et autres, pour être plus respectueux de l'environnement. Et puis on s'en arrêtera là pour cette première série de webinaires. Sachez que à la suite, vous seront proposées des rencontres sur vos territoires pour échanger davantage sur ces thématiques-là qui ont été abordées. Donc on reviendra avec, voilà, vous pourrez visiter des structures, échanger avec vos pairs et pourquoi pas nous faire remonter aussi des besoins plus spécifiques selon vos problématiques. Voilà, en tout cas, sauf si, et je vais arrêter le partage, mais sauf s'il y a d'autres questions que je n'ai pas encore vu passer. En tout cas, sinon, je pense qu'on peut vous libérer. Et puis, parce que c'est d'usage, vous souhaitez aussi de bonnes fêtes de fin d'année et vous dire à l'année prochaine. Lily, Merci à tous. il n'y a pas de Non, questions, Linou, c'est pas de bon? questions, rien du tout. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On pourra aussi faire remonter aux intervenants si jamais. Mais comme vous aurez les contacts, après, vous pourrez le faire par vous-même. Voilà. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci. Merci à tous. Merci, au Belle revoir. fête. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.